Situé à proximité immédiate des Annapurna, le Mustang est resté interdit aux étrangers jusqu'en 1992. Il demeure aujourd'hui encore une destination mythique. Bien que faisant partie du Népal, sa géographie, ses coutumes et sa culture font qu'il rappelle beaucoup plus le Tibet. Même paysages arides mais grandioses, montagnes colorées, villages fortifiés et nombreux petits monastères isolés. L'histoire de cet ancien royaume bouddhiste remonte au 8e siècle. Son riche patrimoine culturel et religieux en témoigne. Une journée à découvrir Katmandou et 30 minutes de vol pour rejoindre d'abord Pokhara, 230 km plus à l'ouest. Le passage au-dessus des nuages offre une vue exceptionnelle sur les sommets de la magnifique chaîne de l'Himalaya. Il nous faut maintenant rallier Jomsom, notre point de départ pour un trek de 21 jours à travers le Mustang. Pour atteindre cette petite localité, à 70 km seulement au nord de Pokhara, l'avion est encore le moyen le plus rapide et surtout le plus pratique. Mais en ce mois de septembre, les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Avec une queue de mousson qui se prolonge depuis plusieurs jours, le décollage pour les vols en montagne est interdit. Même en période de sécheresse, à cause des vents violents qui balayent la vallée de la Kaligandaki, ces vols ne peuvent s'effectuer que le matin. Après une longue journée d'attente, passée à scruter les nuages qui masquent totalement les sommets, la décision est prise. Nous devons tenter de rejoindre Jomsom par tous les moyens de transport terrestre utilisables dans cette région. Cette aventure à travers les routes et les pistes de montagne népalaises s'annonce surprenante. Émotion et frissons garantis. À peine parti, il nous faut très vite remplacer notre bus par un autre, mais un 4x4 cette fois. 2 jeeps prendront ensuite le relais, mais l'état de la piste nous obligera en certains endroits à faire le parcours à pied. C'est au bout de 24 heures que nous atteignons enfin Jomsom. C'est là que nous retrouvons l'équipe logistique. Tout au long de ce trek, l'intendance sera assurée par notre chef cuisinier, son aide, 5 porteurs, 2 muletiers et leurs 13 mules. Chaque journée de trek commence par le même rituel. Donner à manger aux mules, petit déjeuner de l'équipe, démontage et rangement du bivouac, chargement de la caravane et enfin le départ pour 6 à 7 heures de marche. Parcourir le Mustang à pied. Sans doute un des rêves les plus fous des amoureux de l'Himalaya.
Le randonneur du XXIe siècle devient le voyageur du passé. Situé sur l'ancienne route commerciale entre l'Inde et le Tibet, ce petit royaume millénaire a toujours vu passer de nombreuses caravanes de voyageurs, de commerçants et de religieux, allant et venant de contrées lointaines. Le franchissement à gué de plusieurs affluents de la Kaligandaki doit se faire avant que la chaleur de la journée ne provoque la fonte des neiges d'altitude. Une forte montée des eaux rendrait alors la traversée dangereuse ou tout simplement impossible. Les mules semblent connaître parfaitement les passages et ne sont pas trop gênées par la force du courant qui roule les gros galets de la Modicola. Nos porteurs profitent de ce passage à gué pour rechercher dans le lit de la rivière, parmi les nombreux galets, de gros nodules noirs. Ces nodules, vieux de 40 millions d'années, renferment très souvent de splendides ammonites du Jurassique supérieur. Leur formation provient de la collision entre la plaque indienne et la plaque eurasienne, qui jadis fermait la mer de Thétis, dans laquelle abondaient ces mollusques. Nombreux sont les habitants de Mustang qui recherchent ces fossiles. On retrouvera plus tard ces magnifiques ammonites dans les boutiques pour touristes de Jomson, Pokhara ou Katmandou. Pendant des siècles, le Grand Canyon de la Kaligandaki fut aussi l'une des routes commerciales la plus fréquentée de l'Himalaya. Oasis au cœur de ce désert ocre, durant près d'un millénaire, le petit royaume de l'Omantang était le passage obligé pour les caravanes qui faisaient étape dans les caravansérails de cette capitale miniature du bout du monde. Au fil des saisons, inlassablement, les longues caravanes de mules descendaient du Tibet le sel et la laine. Puis remontaient du Népal ou de l'Inde, thé, riz et produits manufacturés. Solidement retranchés dans leurs puissantes forteresses, à l'abri des hauts murs qui ceinturent leur cité, les rois de l'Omantang accumulèrent des richesses fabuleuses en prélevant des taxes sur tous ces produits qui transitaient par la ville. Comme ceux de Katmandou, les rois du Mustang investissaient toutes ces richesses amassées facilement dans des réalisations à but culturel ou religieux. Ils invitaient des artistes néois, peintres, sculpteurs et charpentiers, et des maîtres bouddhistes du Tibet qui, ensemble, érigèrent les temples de l'Omantang. Chaque jour, de nouveaux paysages apparaissent comme d'agréables surprises. Murs de moulins à prière, chortènes et monastères richement décorés veillent et protègent les entrées des villages.
3 ocres aux teintes différentes sont intimement inscrites dans ce paysage minéral. Le blanc représente la compassion, le rouge, la connaissance, le bleu, mais parfois aussi le gris ou le noir, sont censés combattre les démons. Comme chaque jour, après 7 heures de marche, nous pénétrons enfin dans le village où nous établirons notre campement. Passant la soirée tout près des habitants, nous découvrons leur quotidien. Dans une cour intérieure, sous le regard attentif des enfants, une chèvre est découpée. Elle améliorera notre repas du soir. Comme partout au Mustang, à l'étage de la maison que nous visitons, trône l'incontournable moulin à prière. Cette vieille dame prépare du beurre de yak salé dans une baratte. Ce beurre sera ensuite accommodé de thé et de farine d'orge grillée pour devenir le plat traditionnel tibétain, la tsampa. Les céréales préparées sous forme de galettes composent l'essentiel de l'alimentation des habitants du Mustang. Toujours dans la bonne humeur, nos cuisiniers et porteurs s'affairent autour du foyer que l'on a mis à notre disposition pour préparer notre repas du soir. Au menu, dalbat à la chèvre. À base de riz, de jus de lentilles et de quelques légumes, le dalbat est très apprécié par nos porteurs népalais. C'est leur plat national. Ils le mangent avec les doigts et à chaque repas, ils en prennent plusieurs fois, tout au long du trek. Mais si on y rajoute quelques morceaux de viande, alors c'est la fête assurée. Le repas terminé, nos porteurs sont toujours disposés à s'amuser. Ils improvisent tout naturellement quelques danses et chants népalais, rythmés par un simple madal et un tambourin. Le tout arrosé d'alcool de riz ou d'une autre céréale, le raksi. Tourner un cigare. Ok. La variété des plantations donne une touche colorée au paysage minéral. Rose pour le sarrasin, jaune pour l'orge et vert pour le millet. On retrouve autour des villages une multitude de petites parcelles en terrasse, abritées du vent par des murets de terre et de pierre. À la mi-octobre, le beau temps revient. Le ciel est bleu, l'air est plus sec et la température plus douce. C'est la période des récoltes.
Partout des enfants, joueurs, rieurs, pieds nus ou en petites sandales. Ceux des villages participent très tôt aux travaux agricoles et aux tâches ménagères. En plus de leurs occupations habituelles, c'est aussi aux travaux des champs que les femmes, toujours accompagnées de leurs plus jeunes enfants, consacrent l'essentiel de leur temps. La séparation des graines et de la paille, la formation des balles et le transport sur les lieux de stockage, tous ces travaux se font exclusivement à la main, uniquement avec des outils en bois et sans aucune assistance mécanique. Les hommes s'occupent plus particulièrement des troupeaux de chèvres dont la tonte donnera la célèbre laine pashmina. Il faut absolument terminer les moissons et rentrer les récoltes avant l'arrivée des chutes de neige du mois de novembre. Elles rendront alors impossible le franchissement des cols de haute montagne. En hiver au Mustang, en raison des températures tellement basses, le travail de la terre est impossible. Si la vie ne s'arrête pas, les activités sont en hibernation. Notre équipe de spéléo s'intéresse tout particulièrement à ces milliers de grottes troglodytiques dont certaines paraissent totalement inaccessibles. Ça, c'est des grandes cavités. Et elles se relient. Oui, elles se relient. Et si on peut arriver à monter là-haut, ça se relie tout. Là, j'ai l'impression... Oh là là, même il y a des couleurs ocre. Ocre noir dans la dernière, la plus à gauche. Là, il faut aller voir. Le Mustang est une large vallée aux formes érodées, formant toute une série de canyons étroits, où le rouge domine fortement et où les grottes troglodytiques millénaires témoignent d'une histoire riche et encore secrète. La théorie la plus récente à ce sujet prétend qu'elle pourrait dater de 8 à 10 000 ans avant Jésus-Christ, quand le Mustang était encore une terre beaucoup plus verte et forestière. L'accès à ces cavités est techniquement difficile car elles sont situées en pleine paroi verticale. Pour atteindre les entrées de ces grottes, il est nécessaire d'effectuer de véritables escalades dans un conglomérat très friable où aucun amarrage pour corde n'est possible, hormis sur les blocs de rochers. Beaucoup de ces grottes artificielles présentent de magnifiques peintures murales, dont le thème essentiel est la religion bouddhiste. L'état de conservation de ces fresques est souvent surprenant. Dans les galeries, on trouve des échelles en bois qui permettent de changer de niveau et d'explorer de nouvelles salles richement décorées. On y trouve aussi des documents anciens sur l'histoire de l'Himalaya, ainsi que de nombreuses offrandes. Pour l'exploration de ces cavités richement ornées, les autorisations sont quasiment impossibles à obtenir, même auprès des chefs de village. Certains habitants de la région vont même jusqu'à refuser la présence des explorateurs en raison du caractère sacré des lieux. Doit-on prendre en effet le risque de profaner ces vestiges du passé pour sauvegarder les trésors qu'ils renferment ? Le peuple du Mustang a su préserver une communauté forte et riche, vivant en parfaite harmonie avec son environnement.
C'est une des ultimes communautés libres du bouddhisme tibétain. Cette religion irradie la vie de tout son peuple. Et ce petit pays nous donne une vraie leçon de sagesse et d'équilibre. Univers minéral, irréel parfois, isolé du reste du monde, charnière entre l'Himalaya et les hauts plateaux tibétains, souvent imaginé, toujours fantastique, le Mustang est le royaume mythique des neiges et du vent. Il nous aura vraiment conduits au bout de nos rêves.